Aujourd'hui, nous sommes le 5 février. Je fais une vidéo, donc devant cette GoPro, pour parler de quoi? Je sais pas. Je sais pas là, a priori. Pourquoi est-ce que je me retrouve à cet instant ici, avec devant une caméra en train de parler? Je sais pas à l'instant T, mais en réfléchissant au passé, au futur, à ce qui a été fait, ce qu'on souhaite faire, ce qu'on veut faire, où est-ce que nous en sommes, on reconstruit la situation. L'endroit où nous sommes est défini par un ensemble de critères dépendant de ce qui a été fait. Ainsi donc, nous sommes à un instant donné dû à ce qui s'est passé précédemment et ces moments dépendent également de ce que l'on a voulu faire précédemment. Et donc on arrive sur une fluctuation d'état totalement vibrante, pulsatile, qui est une possibilité parmi tant d'autres. Alors oui, le chemin est plus ou moins solide, les vies sont plus ou moins solides, plus ou moins fragiles, et les réalités alternatives sont également plus ou moins élevées ou moindres en fonction des personnes. Si une personne a eu toujours ce qu'elle voulait depuis le début, voilà, les possibilités sont déjà beaucoup plus réduites. Si c'est le fils de machin, de je sais pas qui reprend, qui est héritier, etc., déjà aussi les réalités alternatives sont déjà beaucoup plus amoindries. Mais voilà, il y a certaines étapes. Et il y a des gens qui sont beaucoup plus fluctuants, qui ont connu beaucoup d'échecs, beaucoup de réussites, ou du moins qui ont eu beaucoup de choix à faire dans la vie et qui les amènent à une gamme de hasard beaucoup plus élevée. Alors après, c'est vrai que là, maintenant que je reviens sur ce que je viens de dire, je suis déjà assez en désaccord. On peut pas dire oui pour l'un, non pour l'autre. La vie, c'est un peu un... Ça ne veut pas dire une affirmation telle que le tout est quand même, mais c'est... C'est variable en fonction des personnes. Reprenons. On ne peut pas conclure sur le fait que le hasard existe ou non. Ça, d'accord. Ça reviendrait à voilà, une affirmation, dire que le hasard existe ou pas. C'est pas la question et puis je m'en fous. Et par contre, moi je fais des constats et oui, il y a des gens qui ont eu plusieurs choix et d'autres qui ont eu moins de choix. Et ces gens qui ont eu plusieurs choix, ils ont dû s'adapter parce qu'ils se sont dit ah bah tiens, moi je travaille pour ça et au final il a travaillé et ça on lui a dit non et donc il allait ici et ici il a voulu ensuite faire ça, on lui a dit non donc il a fait ça, puis là on lui a dit non, tu peux pas aller ici donc tu vas là-bas et puis là-bas, etc. Donc finalement c'est des gens qui doivent s'adapter et donc ils peuvent pas se euh, projeter parce qu'ils sont sans cesse cassés, brisés, on leur demande de recommencer à chaque fois. Et ça, moi c'est ce que j'ai vécu. Je veux faire ça, on me dit non, puis ça ici, là, ben non, puis ici, là, non, et là, non. Et donc finalement, t'arrives sur une situation où tu dois t'adapter et c'est difficile. Et c'est difficile, donc t'essaies de grandir, de grandir avec ton temps, avec ce qui t'arrive, de dire ouais, moi en tout cas, je suis toujours en train d'avancer. C'est pas moi qui dis non, c'est les gens qui disent non. Et ça, c'est quelque chose qui nécessite une force de caractère. Et c'est ces points de jonction qui font que tu as une brisure, c'est sûr que tu vieillis d'un coup, tu vieillis pas d'un coup, des coups de vieux, des coups, c'est d'un coup que tu as une brisure et que tu te dis ah ouais c'est bon, et que tu regardes la jeunesse avec beaucoup de dégoût ou avec beaucoup de tendresse, de sympathie, on va dire plutôt, pardon, de sympathie. Et c'est comme ça aussi que se forgent les caractères, que se forgent les gens, si tu es sur une même lignée ou sur pas une même lignée, même si tu es sur une même lignée, tu peux éventuellement voir le passé différemment. Chaque personne est unique, hein. Ça tu peux pas conclure sur le pour ou le contre. Mais comme je le dis, il y a toujours des constats à faire. Et là, le constat, c'est de voir que il y a des gens qui, ont, qui sont plus brisés par la vie. Et ça, c'est toujours sur ce principe de victoire-défaite. C'est-à-dire que des gens qui perdent, des gens qui gagnent. Et les gens qui gagnent, ils le font au détriment de ceux qui ont perdu. Et c'est bien parce qu'il y a des gens qui ont perdu que les gens qui ont gagné sont contents. Ils se réjouissent bien sûr, non seulement de leur défaite, de leur victoire, pardon, mais aussi indirectement et de manière. Voilà.
ce côté pervers qui a noté, c'est de se réjouir des gens qui se morfondent. Voilà. Une fête, en tout cas les gens qui gagnent, se réjouissent avant tout sur le cadavre de ceux qui ont perdu. Hein. Et ça, c'est une vérité. C'est-à-dire que si quelqu'un qui serait vraiment humain, et qui gagne, il partage sa victoire avec celui qui a perdu. Ça, c'est quelqu'un d'humain. Mais il y a d'autres manières aussi de procéder, c'est tout simplement de ne pas fêter sa victoire. Ça aussi, c'est une manière de respecter celui qui a perdu. Et ça, c'est ce côté humain, c'est... Évidemment, quelqu'un qui a perdu ne peut pas donner de conseil à celui qui a gagné. Parce que c'est un peu déplacé. Ça veut dire, ah ouais, ben, si tu aurais gagné, toi, tu aurais peut-être fait pareil. Qui sait? Donc au final, celui qui a perdu ne peut pas donner de conseil à celui qui a gagné. Parce que ça reviendrait, malheureusement, c'est un peu honteux, c'est plutôt celui qui a gagné qui a donné l'exemple. Et puis tu vois qu'il n'y a pas grand monde qui donne l'exemple parmi les gagnants. Et c'est là que tu vois la tristesse de ce monde. Et l'égoïsme qui ronge ce monde rempli d'ego où chacun s'expose, veut s'assumer, veut écraser l'autre pour exister. Et ça, c'est dû à une peur primitive, c'est la peur d'être seul, la peur de se retrouver, de ne pas savoir quoi dire, d'être dans une cuve, dans un trou, et d'être bloqué. D'être bloqué et de ne pas avoir les capacités, c'est la peur d'être face à soi-même et de ne pas savoir quoi dire. Ça, c'est une peur primitive. Ça se retrouve beaucoup, et puis même tout au long de la vie, et puis tu le vois, c'est les gens qui vont toujours fuir leurs responsabilités. Des fantômes qui vont fuir. Des pions, des soldats, comme on voudra appeler. Mais bon, bref. Chaque individu est un univers intérieur, dans un univers extérieur, dans lequel nous sommes plongés et que nous ne connaissons pas, et que nous cherchons éventuellement à comprendre. Cette dualité se retrouve de manière récurrente. L'univers intérieur, l'univers extérieur, le psyché, la physique dans laquelle nous sommes plongés, et qui régit ce monde, la culture, la nature, les idées, la réalité. Cette dualité est un constat. Alors après, il y a la manière de voir globale du monde dans lequel nous sommes plongés et qui ferait qu'un avec nous, ou du moins nous ne faisons qu'un dans le monde dans lequel nous sommes. C'est la vision du tout, du global, de tout ce qu'on voudra. Moi, je vois pas les choses comme ça, même on peut voir les choses comme ça, mais je ne me considère pas comme étant solvabilisé dans le monde dans lequel je me trouve. Je fais le constat de me dire que je suis autre que ce dans quoi je suis. Et ça, c'est une manière de s'affirmer, de se retrouver, mais surtout de se rendre compte de soi, de ce qu'on est, et de son potentiel d'action. Ne pas seulement se voir dans le moule, mais se voir être un élément puissant, un élément d'action qui est indépendant de ce dans quoi il est plongé. Donc oui, on peut voir le tout, mais moi je me prends autre et je me dis, je suis le potentiel d'action. C'est pour ça que je considère que je suis un univers intérieur dans un univers extérieur, un psyché dans une physique, une culture dans une nature. J'ai mes idées dans une réalité, et ces idées peuvent s'appliquer dans la réalité pour la modifier. Mon psyché, juste de mon psyché, éventuellement aussi pour agir dans le monde dans lequel je suis. Et pareil, hein, ces idées, voilà, ces réalités, ces psychiques,
etc. etc. Bon. Ça, c'est une manière de concevoir. Ok. Dans la vie, il y a toujours aussi ce fil rouge. C'est un fil rouge qu'on suit et qu'on reprend du départ. Ou plutôt qu'une fil rouge, une pyramide. Et on reprend toujours à partir du support, on remonte, on part par les bases, etc. Et ça, c'est une manière aussi de se retrouver. Et je pense que c'est un modèle récurrent qui se retrouve chez beaucoup de personnes, voire peut-être chez tout le monde, de partir toujours sur le général, sur le particulier, ou sur les choses les plus importantes à nos yeux, et puis continuer d'avancer. C'est même récurrent, et ça permet aussi à l'homme de se retrouver. Je l'ai dit plein de fois, se retrouver. Quand je parle de cette pyramide, c'est voilà, le socle de base, souvent c'est la famille. Si ce n'est toujours voilà, la famille, l'élément de base pour chaque personne qui permet de vivre. Et ensuite, la substance, le travail, tout ce qu'on voudra, les activités, les loisirs, ok. Voilà. Et la première des choses, on revient toujours à la famille quand ça va mal, etc. Les personnes qu'on aime, et voilà, notre raison de vivre en quelque sorte. Qu'on aime, qui nous aime. Ce qui nous permet de continuer à vivre dans ce monde, à tenir, et qui nous en donne l'envie. Et si ça va, après on peut se permettre d'autres choses plus la pyramide, comme aller travailler, essayer de s'épanouir personnellement, ses compétences, développer ses compétences, agir dans le monde dans lequel nous sommes. Mais si initialement le socle de base ça va pas, si y a un problème dans la famille, si voilà, un accident ou autre, qu'importe, plus rien ne va, plus rien ne marche, et tout le bâtiment s'écroule, tout le bâtiment s'effondre, et on n'a plus envie de rien du tout. On n'a plus envie de rien du tout, et là la personne, voilà, elle a perdu un proche, elle se laisse mourir. Et ça, c'est le fonctionnement du psyché humain, c'est le fonctionnement de tout un chacun. Quand le socle de base est brisé, ben plus rien ne fonctionne. Voilà. Alors des fois, t'entends, dans le monde du travail, tu perds un proche, t'as 2 jours de congé ou je sais pas quoi, des choses mais terrifiantes, c'est incroyable. À quel point le monde du travail est complètement inhumain. Il n'y a aucun contact en fait, là il n'y a aucun contact, aucune humanité. Ça, tu vois, la machinerie administrative qui est irraisonnable et que tu ne peux pas discuter avec ça en fait. C'est une machine. C'est une machine, on est là pour travailler et il n'y a rien du tout d'humain, de fuite ou quoi que ce soit. C'est une machine qui est censée fonctionner, donc on met tous les moyens en œuvre pour le faire fonctionner, ou du moins ses concepteurs. Et l'homme ici, voilà, il n'y a pas de place, pas de place aux sentiments, il n'y a pas de place plus que des sentiments au support même du fonctionnement de l'être. Bref. Donc voilà, ça c'était pour la pensée sur le fonctionnement de la pyramide. Ok. Donc j'ai parlé de la dualité. J'ai parlé du fil rouge. J'ai envie de parler de société et plutôt de parcours scolaire qui façonne les gens et éventuellement de temps. Le temps et le parcours scolaire, parce que ce sont des choses assez intrinsèquement liées. Souvent on s'y retrouve, voilà, maternelle, primaire, collège, lycée, général professionnel, le monde du travail ou les études, puis le monde du travail, et finalement on retrouve un peu sur nos pattes. Donc ça c'est quelque chose à se rendre compte, c'est cette chronologie, mais après au bout d'un moment quand tu travailles, cette chronologie, je pense qu'on la perd un peu parce que les années se ressemblent au fur et à mesure du temps. Alors oui, on peut gravir des échelons, oui, on peut faire ci, faire ça, avoir d'autres missions, d'autres responsabilités, mais on reste dans le job, dans la boîte, etc. Alors que les études, c'est plus CP, CE1, CE2, CM1, CM2, 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première, terminale. Hop là, on envoie le bout toujours.
c'est facile de se projeter. Après, on sait pas de quoi sera fait le travail, si on en a marre, si on en a pas marre. Les chaînes sont beaucoup plus de possibilités, donc voilà. Euh, qu'est-ce que... Mais ouais, avec le temps, voilà, il y a une montée en puissance, une galvanisation quand on est jeune, la fougue de la jeunesse, le gars qui veut travailler, qui veut prouver de quoi il est capable, etc. Et puis au fur et à mesure du temps, il y a toujours cette lassitude. Tu peux pas parler avec la condescendance pour celui que tu as été, pour la jeune personne. On peut pas faire ça. Non, bah après, là je parle, on s'en fout en fait. Ça n'a pas d'importance. Je sais plus si j'avais déjà parlé de ça par contre, mais ouais, il y avait quelque chose. C'est le complexe d'infériorité des gens qui ont un faible niveau d'études. Alors pas tout le monde, mais beaucoup. Et s'ils en ont pas, c'est soit qu'ils s'y désintéressent, ou qu'ils ont d'autres raisons. En tout cas, c'est quelque chose qu'on trouve énormément. Ce complexe d'infériorité ou cette pression. Je retrouve beaucoup ça. Mon expérience personnelle. Voilà, en pharmacie, par exemple, les préparateurs. Bon, eux, ok. Alors, plutôt les techniciens. Voilà, c'était un laboratoire, j'avais vu ça, c'était mon premier stage. C'était les techniciens qui voilà, voulaient pas trop m'expliquer, ils disaient que c'était un stage que j'allais pas faire ça plus tard, parce que j'étais en pharmacie, qu'ils savaient pas pourquoi ils me montraient ça. Il y avait cette nonchalance de leur part, le non-accueil. Mais je suis un humain, tout comme eux, et ça, ils ont tendance à l'oublier. Ils voient plus que le statut. Ah oui, mais toi, tu veux pas faire ça plus tard, pourquoi je te montre ça? Ben, je suis là, moi j'ai un stage, je dois valider mon année, tu vois, c'est très administratif, et au final, ça perd du sens, c'est difficile de donner du sens à ça. Et puis surtout que t'as avancé le truc, donc je continue, mais ces techniciens qui veulent pas donner, ou qui t'expliquent mal, qui t'expliquent vite fait, qui disent ouais, vas-y, fais, je t'ai montré hier. Ben, je peux le faire d'abord accompagné, tu me dis si c'est bon ou pas bon, et puis après j'essaierai de le faire tout seul, mais je veux dire, c'est pas parce que tu m'as montré que d'un coup c'est magique, hop là, le robot il a capté, et il fait, tu vois, ça c'est une autre manière. Il voit il voit pas l'homme en fait, il voit pas l'humain que je suis, il voit pas les sentiments. Et ça c'est quelque chose d'assez triste. Tu vois, il voit un jeune, il y a aucune. Moi je vois toujours, tu vois, quand je vois un jeune, quelqu'un qui est plus jeune que moi, je me sentirai jamais mal à l'aise. Parce que je sais que j'ai fait des choses et il a forcément moins fait. Et donc je respecte et je suis le plus gentil possible parce qu'il a un chemin à faire et il n'y a aucune. Il va prendre le relais en fait. S'il est plus jeune que moi, alors plus il est jeune en plus, que s'il a 1, 2 ans moins que moi, bon, presque pareil. Mais si tu vois, il est plus jeune de 5 ans que moi, tu vois. C'est là, je vois une étudiante de 3e année, 3, 4, 5, 5, 6. Je serais plus jeune de 4, 5 ans. Tu vois, les 5 ans plus jeunes. Mais t'es là pour les. Pour donner être le plus sympathique possible. Parce que si t'es pas sympa, en fait, t'es censé donner le relais. Hein. Donc, c'est normal d'être hyper positif avec ces gens-là. Pourquoi dénigrer les jeunes? Je veux dire, c'est incroyable que moi je vois des techniciens, elle a 40 balais, et elle me dit des trucs du genre, ouais, bah, je vois pas pourquoi je te montre ça, tu vas même pas le faire. Cette nonchalance, c'est incroyable. Si c'est pas un complexe d'infériorité de se sentir nul, quiconque, normalement,
qui a confiance en lui, qui donne de la valeur à ce qu'il fait, ben, il est hyper content de montrer son métier. Alors après, s'en prendre à une personne particulière, ou alors c'est un choix politique. Ça veut dire, ben moi je te montre pas ça parce que je vois pas le sens en fait. Je vois pas le sens de te montrer mon travail parce que tu vas pas le faire plus tard. Ben oui, mais c'est mon cursus qui veut que je vois ton travail. Et moi je suis motivé, moi je suis content de le voir. Si t'es pas content, non, je serais pas content parce que. Mais moi je suis un humain, donc moi je suis content de base. Alors, c'est mieux si t'es content, mais si t'es pas content, moi ça me foutrait les boules quoi. Il n'y aura pas de plaisir. Je suis un humain, tu vois, je suis un humain donc je vais passer une journée avec un caissier, une caissière, avec un boulanger, une boulangère. Ben, tu vas passer la journée avec lui. Ben, t'essaies d'être positif, il est positif, et puis c'est tout bénef. Si le gars il fait la gueule, bah t'as pas trop, tu vois, tu fais la gueule, bah c'est une journée de merde. C'est le côté humain en fait. C'est le côté humain. Et si. Je respecterai toujours les aînés, bien évidemment, c'est la base du respect. Mais les aînés, s'ils ne respectent plus la jeunesse, mais le monde se détruit, quoi, ça tient plus debout, ça n'a pas de sens. Et ça, quand je dis, moi, le technicien, c'est quelque chose qui m'a vraiment. Qui m'a énormément surpris. Et puis tu peux pas leur dire, tu peux pas les critiquer parce que tu te dis, ouais. Et ça, c'est comme ça que tu peux devenir aigri parce qu'au final, t'en prends la gueule, t'en prends plein la gueule. Tu te dis, ouais, non, allez, c'est bientôt fini, l'année prochaine, c'est fini. Et puis, hop, ça enchaîne, et puis, hop, ça enchaîne, t'encaisses, et puis c'est pas fini, ça finit jamais. Et t'en prends toujours plein la gueule, tu te dis, mais merde, quoi. C'est comme ça va finir ce bordel. Et tu vois, ça tient pas debout. Et c'est pas agréable, c'est agréable pour personne. Et c'est ça qui est chiant. Et au final, tu te dis, ouais, mais c'est quand je vais le torque. Je le torque jamais. Et après, au bout d'un moment, bah, tu meurs. Tu meurs d'énergie, t'as plus d'énergie à donner. Mais bon, en tout cas, voilà, c'était pour le technicien. Pour les préparateurs, j'ai aussi eu ça. Ils considèrent, voilà, les étudiants en pharmacie, ils disent, ah ouais, ok, lui c'est un pharmacien, machin, il est censé bien connaître. Ça blablate, ça blablate. Ou alors les préparateurs qui disent, ah oui, la pharmacienne doit connaître beaucoup de choses, etc. Doit connaître beaucoup de choses. En fait, elle a fait des études pour, donc. Si toi aussi tu aurais fait des études pour, tu aurais su la même chose. C'est pas une question de savoir, d'être fort. Quand j'entends un préparateur qui dit, ah oui, elle doit avoir beaucoup de connaissances, une personne qui doit être posée, etc. Toi, je sais que tu es une personne posée, etc. Mais c'est le rôle qui a voulu ça. C'est le rôle, c'est sa situation qui a voulu ça. Mais c'est terrible de ne pas se rendre compte. C'est-à-dire, le gars qui dit, ah oui, ben lui il a fait des études parce qu'il était meilleur, il était plus fort. Ben non, en fait, c'est juste une situation, c'est parce qu'il a voulu qu'il a fait ça. Parce qu'il a voulu qu'il a fait ça. Il faut toujours se dire ça. Il y a des choses qu'on a voulu qu'on n'a pas eu. Mais en tout cas, les choses qu'on a eues, on les a forcément voulu d'une certaine manière parce qu'on aurait pu dire non. Les choses peuvent nous refuser. Mais les choses qui nous acceptent, nous aussi on peut les refuser. Il faut se rendre compte. Donc il ne faut pas se dénigrer en fait. Comme je dis, il n'y a personne qui est meilleur qu'une autre personne. Il n'y a personne qui est meilleur qu'une autre personne. Et ça, il faut se rendre compte, ça. Et une personne qui ne pense pas à ça, et c'est triste. C'est triste. C'est triste parce que c'est quelqu'un qui s'affaiblit, qui est fragilisé et qui se donne au grand tout, qui n'existe plus. C'est plus du brouillard, ce n'est plus une personne. Pour moi, quelqu'un qui pense qu'une autre personne est meilleure qu'une autre personne, ce n'est pas une personne. C'est un brouillard. C'est un brouillard. Aucun individu n'est meilleur qu'un autre. Ce ne sont que des situations qui déterminent l'action, ou ce que fera une personne et sa potentialité également, mais pas forcément. En tout cas, voilà. Pour ce point, si sur les complexes d'infériorité des gens qui ont point fait d'études. Ouais, oh putain, je pense à un autre technicien qui parlait, etc. Et ces gens-là, ça se reconnaît aussi beaucoup, les gens qui ont des complexes d'infériorité, par l'intérêt accru qu'ils s'accordent aux notes. Un technicien que je connaissais, qui mettait des photos sur Facebook du type, sur WhatsApp. J'ai jamais fait des bons choix dans ma vie.
Et t'as le petit prince qui dit ça, et puis le renard qui lui dit si t'en es là où tu es, c'est parce que t'as fait les choix, etc. Ou qui donne un conseil de développement personnel à con, ou alors d'autres photos où tu vois, une sorte de visage triste avec un masque de visage content. Sur des gens comme ça qui mettent des photos minables sur le net pour faire passer des idées ou je sais pas quoi, des messages. Mais voilà, comme je reviens sur le fait que les personnes qui ont souvent des complexes d'infériorité accordent beaucoup d'importance aux notes parce que c'est une manière de prouver leur valeur. Ils ont besoin qu'on leur donne un nonos. On dit bravo, bravo. Ils ont ce manque d'estime d'eux-mêmes. Donc ça se retrouve beaucoup aussi chez, je sais pas, des gens qui n'ont jamais fait d'études. Et d'un coup on leur donne un diplôme, ils ont fait une formation, on leur donne un certificat, ils sont tout contents, ils le montrent à tout le monde, ils l'affichent. Oui, hop là, machin truc. Quand j'étais le meilleur, le major sur cette formation, bravo. Qu'est-ce qu'ils veulent, non mais qu'est-ce qu'ils veulent. Ces gens-là, voilà, ils ont besoin de ça, ils n'ont pas connu ça dans leur vie, c'est ce qui leur manquait. Et c'est là, plus là où tu te rends compte que finalement, ben, t'as tout connu toi. Moi j'ai tout connu dans ma vie finalement, depuis que je suis né, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui... C'est quand t'es spectateur du monde, quand t'es un martyr comme moi qui voit le monde qui se déroule, et des gens comme ça qui font des chemins et qui revivent des trucs que t'avais déjà vécu quand t'avais 1 an, à ta naissance quoi. Et tu les vois revivre ce genre d'émotions, tu te dis putain un peu. Et c'est fou quand même. T'as des gens, ils sont encore en train d'apprendre. Alors c'est bien de s'émerveiller du monde, mais c'est triste. Enfin, tant mieux pour eux, mais triste monde quand même. Triste monde. Triste. Putain. J'ai un gars comme moi, au bout d'un moment, ça fait longtemps que j'accorde plus d'importance aux notes, mais plutôt à la valeur qu'on donne à notre travail, à ce qu'on fait, et à l'épanouissement. Pas forcément ça me prendra, mais sur l'action, est-ce que ça va aider, est-ce que ça va être utile, et en quoi ça peut apporter quelque chose de bénéfique, et puis surtout aussi, est-ce que ça me nourrit, moi en tant qu'esprit, est-ce que ça me nourrit spirituellement, intellectuellement, est-ce que ça m'apporte quelque chose, est-ce que ça me stimule, est-ce qu'il y a quelque chose à résoudre, est-ce qu'il y a un problème à casser, c'est quelque chose voilà, à déplacer, à mettre au-delà. Mais c'est juste ce genre de perspective. Après voilà, le monde ça va, ça vient. Les gens qui font des découvertes. Bon, j'ai parlé de dualité, de fil rouge, de temps et de parcours scolaire intrinsèque. J'ai parlé de le manque de confiance des gens qui n'ont pas fait beaucoup d'études. Certains, pas tous. Et au départ aussi j'avais parlé globalement aussi de tout ce qui est chemin personnel. C'est quoi le chemin? Ah oui, les gens qui se la pètent avec leur rôle. Bon, les situations d'évocation, un sujet je parle énormément. Et un autre sujet qui me tient à cœur, j'aime bien l'esprit là. Ouais, qu'est-ce qui pousse les gens à vivre encore? Ah oui, c'était... Donc encore ça, plus sous la perspective de choses à accomplir. Voilà, les rêves à accomplir. Et ça, c'est quelque chose que j'avais déjà développé, c'est la dynamique et la statique. On cherche à se statifier, c'est-à-dire on a beaucoup d'idées qui fusent, beaucoup de rêves, et au final on veut les éliminer un par un, les accomplir. Autrement dit, on veut
ne plus avoir de rêve pour mourir tranquille, l'esprit serein, se dire ah oui, j'ai accompli beaucoup de choses dans ma vie. J'ai accompli ce que je voulais faire. Donc finalement, on veut se statifier, on veut mourir. On a accompli ça, c'est rêves. Est-ce qu'on va accomplir ses rêves dans une démarche? Oui, mais ça me fait en santé, ou juste je vais accomplir ce rêve pour m'en débarrasser et être content de l'avoir fait. C'est deux manières de voir la vie. La deuxième est vraiment honteuse, minable, vraiment. Vouloir faire un rêve pour s'en débarrasser, c'est quand même terriblement merdique comme manière de voir les choses. Mais bon. On revient vraiment le rêve, parce que c'est vraiment quelque chose qui te galvanise. Moi, j'en ai pas ce genre de rêve. J'ai pas ce genre de rêve. Bon, malheureusement, c'est plutôt des choses que j'ai envie de faire pour m'en débarrasser. Et ça, c'est vraiment. Non, parce que moi, en tant que personne, voilà, comme je l'avais dit dans une pensée, voilà, la famille, c'est la base. Tout le monde, c'est la base, vraiment. C'est le truc ultime, mais vraiment, il n'y a rien qui est plus important que ça. Si ça va pas, rien ne va. Ça, c'est le premier point. Après, deuxième point, je sais pas vraiment même, globalement. Ok, puis t'as peut-être subsistance, puis t'as le travail, l'épanouissement, et puis t'as les loisirs autres, divers. Et c'est les loisirs, on essaie de les faire fréquemment pour se changer les idées. Les loisirs qui s'entretiennent, ce sont les meilleurs loisirs d'ailleurs. Ceux que tu fais un peu tous les soirs, un peu de sport par exemple, un peu de lecture, c'est le loisir sur le long terme que tu fais pas pour t'en débarrasser. C'est-à-dire que tu peux le faire toute ta vie, ça t'apportera toujours du bien de le faire. Si tu le fais, tant mieux, si tu le fais pas, tant pis. Et ça, c'est les meilleurs loisirs. C'est les loisirs que si tu les fais, ça te fait du bien, si tu les fais pas, bah tant pis. Tu peux se faire une autre fois, c'est pas grave. C'est les meilleurs. Mais les trucs de se dire, ah ouais, je dois faire absolument ça, mais vraiment, si je le fais pas, je suis vraiment dégoûté de ma vie. Ça, c'est des trucs qui explosent, qui brûlent dans la tête, qui sont insupportables, que tu veux te débarrasser. C'est les patates chaudes, quoi. Et ça, c'est tellement énervant, tellement douloureux, tellement difficile à supporter. Ces petites obsessions compulsives, comme je les appelle, ces trucs dérangeants. Ils ne sont pas dans un rythme, dans une harmonie globale. Voilà. Moi, je pense là actuellement, par exemple, au fameux Mont Blanc. Tu vois, c'est un peu une obsession que j'ai en ce moment. Et c'est tout qui m'énerve en fait. Alors je sais que quand je le ferai, parce que je le ferai, hein, ce sera vraiment chouette. Ce sera beaucoup de plaisir. Voilà, beaucoup des beaux paysages, des plantes, etc. Et puis même l'avoir fait, c'est une fierté, c'est un gros défi. Ça peut aussi une sorte de combat aussi contre. C'est un challenge, plus. Combat contre soi-même, peut-être. Est-ce que c'est compliqué? Pas compliqué. Tout dépend en fait de l'importance qu'on donne à ça. A priori, moi j'en donne pas beaucoup. Je trouve que ça m'a l'air assez simple. Et pourtant, quand tu y penses parfois, tu peux avoir un peu peur. Ça dépend en fait de la perspective que tu donnes et de l'intervalle de temps. Si tu dis, ah ouais, j'ai une semaine pour moi, tu vois. Mais si tu n'as que 2-3 jours, que tu sais que tu vas travailler le lundi après, que tu veux faire ça vite, tu peux avoir la pression, pas bien. Tout dépend, voilà, lui de chacun. Ça dépend. Donc voilà, je reprenais sur ça. La pression, aussi. Je sais même plus où j'en étais. C'était quoi cette pensée déjà? Ouais, les obsessions compulsives, on va dire ça. La manière de voir les choses, les objectifs et l'objectif de se statifier et d'éliminer ces obsessions, ces envies dynamiques, d'accomplir certaines choses plus ou moins utiles, plus ou moins stupides. Mais bon. Ok, pour cette pensée. J'ai aussi beaucoup de gens égoïstes qui pensent qu'à leur gueule. Mais bon, est-ce que j'ai besoin de parler de ça? Bon, globalement, voilà. Est-ce qu'on pourrait faire souligner une dernière pensée, peut-être qui me vient à l'esprit, avant de clôturer cette vidéo mélodique? Bon, je sais pas. Donc, sans verre, on a parlé de quoi? Du monde dans lequel l'univers intérieur
et extérieur, ma manière de concevoir cette dualité. Deuxième point, c'était la pyramide. Plutôt, ouais. Premier point, c'était les situations, les vocations, situations. Deuxième point, c'était donc la manière de l'univers intérieur-extérieur. Troisième point, c'était la pyramide, le fil rouge. Quatrième point, c'était le complexe d'infériorité des gens qui ont beaucoup d'études. Cinquième point, c'était. Je crois que c'était celui-là, là, du coup, avec l'envie de se statifier. Donc on remarque quand même que c'est souvent des idées récurrentes, tout le temps les mêmes idées qui reviennent, qui reviennent toujours en permanence. Et ça, c'est quelque chose qu'on remarque, c'est que quand t'es jeune, que t'as beaucoup d'idées, que tu vas à l'école, etc., tu te bombardes, enfin, bourrage de crâne. Et plus t'as du temps libre, plus t'as d'expérience. Alors, et quand t'es obligé de travailler, c'est difficile de se focaliser sur ses centres d'intérêt, de les développer, de faire quelque chose de puissant de soi-même, de sa chair. Tu t'appartiens plus trop, c'est difficile de se développer. Donc parfois, quand tu fais des réflexions comme celle que je suis en train de faire, tu répètes toujours la même chose parce que tu n'as pas le temps de développer ces choses-là. Donc tu restes toujours sur ces points-là. Et ça, c'est bien.